Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. Évidemment, bien sûr que s'il y a un nouveau film Halloween qui sort, je vais forcément pointer le bout de mon nez. Et ce, même si ça fait plusieurs mois que j'ai pas sorti de vidéo. Vous excuserez ma tête complètement éclatée. Je tourne ça très tôt le matin. Il est à peu près 3h45 le matin. Je m'en vais bosser dans quelques heures seulement. C'est le seul créneau que j'ai eu pour tourner. Donc voilà. Bref, bienvenue mes amis à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma qui sera consacré à Halloween Ends, réalisé par David Gordon Green, sorti le 12 octobre 2022 en France, si je ne m'abuse, et le 14 octobre ici en Amérique du Nord. Dans cette vidéo, il y aura une masse de spoilers, donc ayez vu le film. C'est un conseil. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Halloween Ends, c'est un film qui a beaucoup divisé les fans. De ce que j'ai vu avant qu'il sorte, c'est que soit les gens aimaient ce film, soit ils le détestaient complètement. Pour ma part, ceux qui me suivent sur Twitter ont peut-être vu ce petit tweet un peu violent que j'ai lancé. Voilà, j'étais sur le coup de l'impulsion, je sortais de la salle, j'étais choqué par le film et j'ai tweeté ça sans vraiment réfléchir. Pardon. Faut dire aussi que c'est un opus assez spécial, très différent des deux derniers, et j'ai été très choqué par celui-ci. Sur le coup, j'ai détesté, j'ai pas du tout aimé en sortant de la salle et j'ai tweeté cette connerie. Et avec le recul, c'est pour ça que j'ai pris un peu mon temps pour faire cette vidéo. Avec le recul, j'aime toujours pas ce film, mais c'est pas pire que Résurrection quand même. C'est parti. Alors, le tout débute en 2019, soit un an après les événements des deux films précédents. Le soir d'Halloween, il y a Corey Cunningham, un jeune homme chargé de garder Jeremy, un petit garçon qui aime bien jouer des tours aux gens. Et ce soir-là, il s'amuse à faire peur à Corey. Et il va même jusqu'à l'enfermer dans le grenier. Corey panique un peu, et en enfonçant la porte, ne sachant pas que Jeremy se trouve derrière, le petit gars passe par-dessus la rambarde des escaliers et se fracasse le corps au sol. Et Corey devient donc un meurtrier malgré lui. 3 ans plus tard, en 2022, Laurie Strode écrit ses mémoires, Allison travaille au Haddonfield Memorial Hospital et ils tentent tous deux de trouver un équilibre depuis le massacre de 2018 et la disparition de Michael Myers. Toutefois, une nouvelle série de meurtres prend place à Haddonfield. Est-ce que Michael serait enfin de retour? J'en dis pas plus, on va aller dans les détails un peu plus tard. Bon, commençons par le début. Vous savez certainement que j'étais plus ou moins confiant pour ce film-là après avoir vu Halloween Kills, qui m'avait moyennement convaincu. Mais bon, je me suis quand même dit que j'étais pas à l'abri d'une bonne surprise. Dès la scène pré-générique, celle avec Corey qui garde le petit garçon, j'ai été capté par le film. C'était une scène très intrigante, très différente des deux films précédents, mais ça a su capter mon attention immédiatement. C'est très bien filmé, très bien réalisé, il y a une bonne tension, comme à l'habitude de David Gordon Green. Il y avait de chouettes références, parfois un peu trop évidentes, au Halloween original de John Carpenter, mais sinon ça va. Mais ouais, il y avait une ambiance assez différente des deux autres films. Ça m'intriguait et j'avais très hâte de voir où on allait aller avec ça. Donc voilà, Corey tue par accident un petit garçon. Après ça, il est perçu dans la ville comme un tueur d'enfants, et même pire. Il est presque considéré comme le nouveau boogeyman d'Haddonfield, puisque Michael Myers, je vous le rappelle, a disparu depuis 4 ans. Corey va être harcelé, il va être battu même, et le climat au sein de sa propre famille n'est pas top. On va pas se mentir. Donc voilà, tout plein de problèmes sociétaux qui nous sont montrés dans ce film. Quand une menace disparaît, on saute tout de suite sur la prochaine. Voilà, c'est fait de manière beaucoup plus subtile,
que dans Halloween Kills pour mon plus grand plaisir. Donc Corey ne souhaite plus vraiment rester à Haddonfield puisqu'il est un paria là-bas. Il souhaite donc quitter la ville et c'est ce qui va le lier d'amitié avec Allison, qui elle souhaite un peu la même chose. Elle doit vivre avec son trauma du massacre de 2018 et elle veut elle aussi quitter la ville. Partir sur un nouveau départ, bref, refaire sa vie quoi. Les deux vont flirter ensemble de la manière la moins subtile du monde. Non, vraiment, c'était si vite expédié, tout va s'enchaîner à une vitesse folle. Leur relation, j'ai trouvé, était un peu rushée, mais bon. Les deux vont bien s'amuser ensemble, ils vont vivre de bons moments, ils vont sembler même être heureux le temps d'un instant, mais ça ne durera pas tellement longtemps puisque le jugement des gens viendra mettre un frein à tout ça. Corey Cunningham, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Surtout son interprète, Rowan Campbell. Il le joue à la perfection, son jeu est impeccable. On sent que c'est un personnage torturé, traumatisé, qui a beaucoup de remords. Bref, il y a beaucoup d'émotions qui est véhiculée avec ce personnage-là, et franchement, ça fait du bien. Vraiment, le film se concentre beaucoup sur lui, et on n'a pas une panoplie de personnages comme il y avait dans le film précédent, ce qui fait qu'on s'y perd beaucoup moins. Le scénario aussi est bien mieux construit que dans Halloween Kills, j'ai trouvé. On a Laurie et Allison qui ont beaucoup évolué, qui sont remis à l'avant-plan, et ça c'est cool. Quant à Laurie, j'ai trouvé qu'elle faisait pas grand-chose dans le film, à part peut-être vers la fin, ça j'y reviendrai un peu plus tard, mais sinon, on s'en fout un peu. Et puis sinon, j'ai trouvé un peu dommage que des personnages comme Lindsay ou Hawkins, qui avaient des rôles assez importants dans les deux volets précédents, soient un petit peu mis en retrait dans celui-ci, ils font quasiment rien. Un peu dommage, je les aimais bien moi. Bref, j'ai bien aimé l'histoire au début. C'était rafraîchissant, nouveau et assez inventif, du moins pour au sein d'une saga comme Halloween. Toutefois, vers une quarantaine de minutes, le film prend une direction risquée, tout à fait honorable et respectable, mais qui, moi, ne m'a pas plu. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que Michael Myers fait sa première apparition. J'étais sûr de l'avoir vu. Il m'observait. Tu fais semblant d'être passé à autre chose, mais t'es obsédé par la mort. Qu'est-ce que vous ferez quand Michael reviendra pour vous tuer? Parce qu'il va revenir. Mais cette fois, quelque chose a changé. Il est encore plus dangereux. Corey va trouver Michael dans les égouts de la ville. Il s'est caché là pendant toutes ces années, affaibli et vieillissant. Et lorsque Corey entre, Myers l'agrippe à la gorge et là, il y a comme un déclic. Ils se regardent tous les deux, droit dans les yeux, et là, on a l'impression que Michael se reconnaît en Corey. Le garçon a le mal en lui, et c'est une question de temps avant qu'il ne se transforme en véritable psychopathe. Michael va épargner Corey, et ce dernier va l'aider à commettre de nouveaux meurtres. À un moment donné, il va avoir comme une passation de pouvoir, et Corey va véritablement devenir le nouveau Boogeyman d'Haddonfield. Vous avez bien capté, Michael Myers n'est pas l'antagoniste principal du film. En fait, il n'apparaît que quelques minutes à l'écran sur un film d'1h50. Il est faible, ce Michael. Il peine à tenir son couteau. Il peine même à se tenir debout. Il faudrait l'envoyer en CHSLD, le pauvre gars. Donc ouais, un film Halloween sans réellement avoir de Michael Myers. On a déjà vu ça en 1982, et d'ailleurs il y a beaucoup de parallèles à faire entre ce film-ci et Halloween 3. En fait, il y a beaucoup de parallèles à faire entre la trilogie actuelle et les 3 premiers films de la saga, mais bon, je vais pas m'étendre là-dedans. On avait un indice de tout ça. Déjà dans les bandes annonces, on voyait la main droite ou gauche de Michael qui avait tous ses doigts. Alors que je vous rappelle que dans le premier film, Laurie lui a éclaté la main avec un coup de fusil à pompe. Donc voilà, il y avait beaucoup de théories comme quoi il y aurait un copycat dans ce film. Et c'est à peu près le cas. Sinon, on avait également un indice dans le générique de début, générique génial, soit dit en passant, avec les petites citrouilles en mode poupée russe, et la musique de John Carpenter. Le thème principal de ce film est génial. En fait, je crois que même
toute la bande sonore est ma préférée de la trilogie. Mais voilà, dans le générique, la typo, c'est celle d'Halloween 3. C'est pas la typo orange qu'on a d'habitude, hein, c'est la typo bleue en italique, comme ça. Donc voilà, on a dû capter dès le début que ce film serait spécial. Sauf que voilà, c'est mon gros problème avec cette trilogie, c'est qu'on a essayé, déjà dans les 2 volets précédents, d'humaniser Michael Myers. Là, on y va à fond. Ça n'a plus rien à voir avec le croque-mitaine qu'on nous a présenté dans le film de 1978. Sauf que là, pour moi, ils sont allés trop loin parce que Michael se fait carrément battre par Corey. Normalement, il lui aurait complètement fracassé la gueule, mais bon. Corey parvient à lui voler son masque et devenir le nouveau Michael Myers, entre guillemets. Après, on ne revoit Michael qu'en fin de film pour l'ultime confrontation avec Laurie, dans une scène qui est vraiment violente et jouissive, hein, mais qui est très vite expédiée, qui dure 5 minutes maximum. Et tout ça pourquoi? Écoutez-moi bien. Pour tuer Michael Myers. Le tuer littéralement, hein. On nous laisse bien le temps de constater que son corps est complètement broyé dans une déchiqueteuse. Donc tuant ainsi symboliquement la saga Halloween dans la même occasion. Certains ont salué cette audace et je comprends parfaitement, c'est quelque chose de nouveau et de très rafraîchissant au sein de la saga, sauf que pour les fans, j'irais même à dire les fanboys, hein, parce que moi je suis un fanboy et je m'assume, c'est presque une trahison. C'est aucunement cohérent avec ce qu'on nous a présenté avant. Je veux dire, Michael Myers, c'est le mal absolu, et le mal ne meurt pas. On nous a bien fait comprendre ça dans Halloween Kills. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous le tuent, alors qu'on l'a vu à peine 15 à 20 minutes total dans le film. Le pauvre Michael, on le voit pas du tout. Non, vraiment, toute la dernière partie de film, même s'il y a eu des idées intéressantes, hein, j'ai pas du tout adhéré, et ça m'a limite presque dégoûté. D'où le tweet fou que j'ai envoyé en sortant de la salle. Alors c'est pas un film qui est mauvais en tant que tel, je veux dire c'est bien filmé, l'histoire se tient bien, la musique est géniale, je l'ai déjà dit tout ça, mais c'est juste la direction scénaristique à laquelle j'adhère pas du tout et qui pour moi gâche vraiment tout ce qui était Halloween jusqu'à date et gâche complètement ce que David Gordon Green nous avait proposé jusque-là. À la limite, s'il voulait faire l'histoire de Corey, j'aurais préféré qu'il tue Michael à la fin d'Halloween Kills. Ça aurait été beaucoup plus cohérent que ce à quoi on a eu droit là maintenant. Voilà. Je veux dire, on nous avait promis quand même la confrontation finale entre Laurie et Michael, une confrontation épique pour un final épique. Non, c'est un petit 5 minutes à la fin pour tuer l'antagoniste qui ne meurt jamais. Ils en ont fait un personnage secondaire totalement à l'opposé de la vision de John Carpenter. Je respecte David Gordon Green et ses choix. C'est un très bon réalisateur, malgré ce qu'on peut en dire. Hein. Il y a plein de gens qui s'amusent à taper dessus depuis Halloween 2018. Là. Je comprends qu'on n'aime pas un film, mais allez dire que c'est de la merde, là, vous abusez un peu. Voilà, c'est mon petit coup de gueule, je ne vais pas me lancer là-dedans. Bref, je trouve ça assez dommage de finir sur une note pareille, puisque, avec le Halloween 2018 qui ne prenait pas beaucoup de risques, soit, c'était le digne héritier du film de John Carpenter en 78. Avec Halloween Kills, on s'en éloignait un peu, mais on restait quand même dans les mêmes thématiques, et là, voilà le parallèle, hein. Ça ressemble beaucoup à Halloween 3. Il n'y a presque pas Michael, c'est drastiquement différent. Il y a une prise de risque, certes. Soit on adhère, soit on n'adhère pas, et moi, j'ai pas adhéré du tout. Toutefois, je répète avec le recul, ça n'est pas pire qu'Halloween Résurrection. C'est beaucoup mieux filmé, c'est beaucoup plus cohérent, mais à la limite, non, Résurrection, c'est le vrai Michael, pour moi. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Toutefois, je vous invite à aller voir Halloween Ends et me donner votre avis dans les commentaires. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé, j'ai pu discuter avec quelques abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé. C'est tant mieux. C'est tant mieux, écrivez-moi ça en commentaire. Sinon, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter celle-ci, à la partager si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. À la prochaine, c'est la Canvas, très bientôt. Voilà pourquoi je porte des casquettes maintenant. Laurie! Peut-être que pour qu'il meure, je dois mourir moi aussi. Cette fois, c'est la fin.
T'es venu jusqu'ici pour me tuer, alors te gêne pas, vas-y.